C'était donc la première partie de ce documentaire réalisé par Gaël Bordier, sans rancune et sans retenue, de cet entretien confession réalisé voilà 9 ans entre Valéry Giscard d'Estaing et Frédéric Mitterrand, aujourd'hui tous deux disparus. Une manière pour nous de commémorer les 50 ans de l'accession à l'Élysée de l'ancien chef de l'État. La seconde partie de ce film fera l'objet d'un autre débat doc, où il sera d'ailleurs davantage question de politique étrangère. Vous y retrouverez aussi les trois invités qui sont d'ores et déjà avec nous sur ce plateau de débat doc pour évoquer ensemble le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, celui des 70s, et bien évidemment Jean-Pierre Raffarin est tout d'abord avec nous. Bienvenue Jean-Pierre Raffarin. On va tout de même rappeler, bien sûr, que vous êtes ancien Premier ministre. C'était entre 2002 et 2005 sous la présidence de Jacques Chirac et aujourd'hui président de la Fondation Prospective et Innovation. Vous êtes aussi ancien député européen, ancien sénateur de la Vienne, ancien ministre des gouvernements d'Alain Juppé. Vous étiez membre des Jeunes Giscardiens à vos débuts sur la scène politique, fervent supporter, donc par définition, de Valéry Giscard d'Estaing. Secrétaire général des Jeunes Giscardiens. C'est dit. Et considéré plus tard comme l'un des rares giscardiens chiraco-compatibles. On y reviendra, peut-être pas dans cette première partie de l'émission, mais dans la seconde. Et votre dernier livre s'intitule « Ne sortons pas de l'histoire ». Il est publié chez Michel Lafon. Michel Cotta est également avec nous. Vous êtes journaliste, auteur. On vous doit entre autres tout récemment Ma cinquième, publié chez Bouquin Édition. Comprenez Ma cinquième République, bien sûr, votre vision. Mais c'est pas mon arrondissement, vous avez raison. C'est un livre d'ailleurs qui vient d'être récompensé, c'est tout frais, du prix des députés dans le cadre des prix du livre politique organisé à l'Assemblée nationale et dont notre chaîne d'ailleurs, LCP, la chaîne parlementaire, était le partenaire. Et puis enfin avec nous Éric Roussel, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, écrivain et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de l'histoire politique. Vous êtes notamment l'auteur de biographies de référence concernant plusieurs grandes personnalités politiques françaises du XXe siècle. L'une d'elles est d'ailleurs consacrée à l'ancien chef de l'État, sobrement intitulée Valéry Giscard d'Estaing, et désormais disponible dans la collection Tempus, c'est chez Perrin. On va commencer avec vous, Éric Roussel, et peut-être parce qu'est le paradoxe Valéry Giscard d'Estaing, finalement, sur lequel vous insistez d'ailleurs assez longuement dans cette biographie consacrée à l'ancien chef de l'État. Et ce paradoxe est le suivant. Il a cette formidable image de modernité au moment de sa campagne de 74, de son élection de 74, jusqu'au début de ce septennat engagé par Valéry Giscard d'Estaing. Et pourtant, dites-vous dans votre biographie, c'est un homme traditionnel. C'est même un homme, selon vous, qui a une culture du 19e siècle. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Dire qu'il a, c'est peut-être un petit peu fort de dire qu'il a uniquement la culture du 19e siècle. Parce alors, je n'ai pas dit uniquement, oui, mais c'est tout de même ce que vous soulignez dans votre ouvrage. Non, mais ce que je voulais dire, c'est plutôt une sorte de mode de vie. Il avait quand même une culture, notamment scientifique, qui était une culture tout à fait de son temps. Culture traditionnelle, vous êtes d'accord avec ça ? Traditionnelle, oui, absolument. Bah, oui. Beaucoup de choses s'expliquent quand même, comme d'habitude, par son milieu. Et c'est un milieu, le milieu de Valéry Giscard d'Estaing, très spécifique. Et ça explique beaucoup de choses. Si vous remontez jusqu'au 19e siècle, vous apercevez que c'est une famille, notamment du côté maternel, du côté des Bardoux, qui est vraiment ancrée dans l'orléanisme, une sorte de branche du libéralisme. Bon, c'est une famille politique qui a toujours été minoritaire en France. Qu'est-ce qui caractérise les orléanistes, disons, pour résumer, ce sont des gens qui estiment que les réformes sont nécessaires à partir du moment où, au fond, l'esprit du temps l'exige, et qu'il vaut mieux faire des réformes plutôt que de subir et d'aboutir à des chocs violents. Et ça a été l'obsession de Valéry Giscard d'Estaing. Ça, il insistait souvent, il avait été très marqué, ça peut paraître paradoxal, mais il avait été très marqué par mai 68, et notamment les désordres qui s'étaient produits. Il me disait... Je n'ai cessé d'y penser et je n'ai cessé d'essayer d'éviter que ça se reproduise. Donc son idée, quand il est arrivé, c'était que le général de Gaulle, en 1958, avait fait des réformes politiques très importantes qui ont changé complètement les institutions,
Mais les réformes de société n'avaient pas suivi. Et on voyait que, notamment depuis 1965, les sondages montraient que la société avait changé, les femmes commençaient à s'affirmer. Et puis, il y avait eu la nouvelle société de Chaban-Delmas, après 68, et voilà le contexte. Voilà. Jean-Pierre Raffarin, tout de même, ce paradoxe, cet homme, cette culture traditionnelle, et puis cette formidable figure de modernisme telle qu'elle apparaît là en 74, en mai 74, en avril 74, durant cette fameuse campagne de 74, où il va finir par l'emporter. Y a-t-il une culture qui ne soit pas traditionnelle? Car de toute façon, la culture, c'est ce qui donne les racines. Donc, Giscard est quelqu'un de cultivé, évidemment, donc enraciné dans l'histoire, mais c'est un moderniste. Sa clé, c'est le changement. Nous sommes dans une période où la France est un peu fatiguée, je dirais. Il y a eu toute cette période gaulliste où l'élan du gaullisme, qui était un élan extrêmement brillant, s'est transformé en l'élan de l'UNR, de l'UDR, d'un certain nombre de structures qui n'étaient pas forcément très brillantes et tout ça. Il y avait une forme de lassitude, et donc il y avait la grande personnalité du général de Gaulle, mais une organisation politique dont le pays était quelque peu lassé. Et donc Giscard est fondamentalement quelqu'un du changement. Naturellement, son slogan politique, c'est le changement dans la continuité, ce qui est quand même formidable sur le plan politique. Qui peut être contre le changement dans la continuité? Mais le fond de l'affaire, c'est que c'était le changement. Et c'est pour ça que je crois que vraiment, aujourd'hui, on retrouve une certaine forme d'estime populaire pour Giscard, parce que, grosso modo, par la suite, on a vu les formes d'immobilisme, à défaut de conservatisme, s'installer. Et que Giscard est sans doute celui qui a le plus fait bouger les choses. Et naturellement, il a levé quand même une grande partie de la jeunesse, il a levé beaucoup d'enthousiasme pour cette forme de changement. Et donc, naturellement, ces premières années seront les meilleures, car par définition, le changement, il est initial et que c'est assez difficile d'avoir comme continuité le changement. Mais je trouve que vraiment, Giscard, dans notre vie politique de la Ve République, c'est quand même celui qui a porté, avec les réformes de société, un vent un peu moderniste. Donc s'il y a un mot qui est clé, c'est celui de modernité. Alors ça passe aussi par la réforme, ça passe aussi par l'ouverture, on verra par l'Europe, par un certain nombre de sujets, mais au total, c'est quand même la modernité. Je peux vous dire que quand, après la présidentielle perdue, quand les jeunes giscardiens, on a cherché à entretenir cette flamme et qu'on cherchait un nom pour notre organisation, il nous a soufflé giscardisme et modernité. Donc nous avons créé une organisation qui s'appelait Giscardisme et modernité, mais tout ça pour dire que Giscard lui-même voyait dans son grand combat le combat de la modernité. Cette organisation, c'était avec Jacques Barrot et Dominique Perben notamment. Hein. C'est venu après, mais c'était les jeunes giscardiens qui ont choisi la modernité comme mot-clé du septennat Giscard. Éric Roussel, à l'instant, nous a ramené peut-être sur ce qu'était la filiation de Valéry Giscard d'Estaing, les orléanistes. Et vous nous disiez avec une certaine fragilité qui caractérisait un peu cette famille. Le courant libéral, encore une fois, a toujours eu des assises très, très étroites. Alors ça explique aussi quand même la difficulté de l'entreprise. Et c'était justement le cas de Valéry Giscard d'Estaing, parce que ceux qui nous regardent ne savent peut-être pas, mais il était minoritaire dans la majorité, dans sa majorité, Valéry Giscard d'Estaing. Et pourtant, il a fait toute sa campagne sur 2 Français sur 3. Hein. Ça a été une de sa grande difficulté face aux gaullistes qui étaient, eux, majoritaires dans sa majorité. Mais divisés. Oui, je ne suis pas sûre que c'était justement un obstacle, parce qu'au contraire, la majorité gaulliste est à ce moment-là très, très divisée. C'est de cette division d'une vieille tradition qui était au pouvoir depuis 1958, c'est cette division-là qui a créé un personnage qui a émergé et qui était Valéry Giscard d'Estaing dans la modernité. Et moi, j'étais très sensible au fait qu'ils disent dans son film, il dit « il n'y a pas d'amis en politique », et puis après, il dit « mon ami, c'était Servan-Schreiber ». Oui.
Et à cause... qu'il était aussi, il insiste, parce qu'il était polytechnicien aussi. Ça, voilà, parce qu'il était polytechnicien, mais parce qu'il incarnait... C'était important chez Giscard. Et il disait parce qu'il incarnait la modernité. Ouais. Il a dit parce qu'il était polytechnicien, d'accord, et qu'il incarnait la majorité, la nouveauté. Donc c'est le défi américain. Voilà, le défi américain qui avait été un succès. Et puis c'est avec lui que les choses se sont le plus mal passées, mais pour d'autres raisons. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait... Il a pris le pouvoir en 1974, il a cité sa garde rapprochée, on ne va pas reciter les noms, Dornano, Poniatowski, Le Canuet. C'est une poignée d'hommes finalement qui ont fait sa campagne de 1974, qui l'ont aidé à l'emporter face aux gaullistes qui étaient eux majoritaires, encore une fois, dans la majorité qui était sortie d'ailleurs des élections législatives de 1973. Oui. Il n'a pas choisi de dissoudre. En 1974. Il a été très habile avec le gaullisme quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il a été très habile. Il a commencé par un 8 mai, qui était... il a commencé par un accord total, et puis après il y a eu un 8 mai, puis après il y a eu quelques réserves. C'est face sans risque devant mes frères. Oui, c'est vrai. Et donc c'est pas... on voit nettement qu'il a bien vu dès le départ qu'il fallait se distinguer du gaullisme tout en restant pas trop loin, pas trop éloigné. On va voir un extrait du documentaire, on va parler de la première partie, les fameuses réformes libérales, les réformes sociétales que vous évoquiez à l'instant, Jean-Pierre Raffarin. Il y parle de l'IVG dans cette interview avec Frédéric Mitterrand. J'avais été alerté par les images, et les images de procès où on poursuivait de malheureuses jeunes femmes, généralement des jeunes femmes sans ressources, isolées, enfin vraiment malheureuses, pour s'être fait avorter. Bon. Alors qu'elle n'avait pas les moyens de loger ou d'élever. Ou d'aller en Belgique, comme d'autres. Oui, alors les autres allaient en Suisse, en Belgique ou en Angleterre. Mais les gens sans ressources n'allaient nulle part, se faisaient avorter. On les condamnait à 6 mois de prison ferme, par une loi qui datait de 1917. C'est pas possible. On reste encore au stade de la barbarie. La légalisation de l'IVG avec une loi promulguée le 17 janvier 1975, mais débattue au Parlement à la fin de 1974 et adoptée par le Parlement en fin 1974. On va citer quelques-unes de ces grandes réformes sociétales orchestrées par Valéry Giscard d'Estaing. Et ça dure les 2 premières années de son septennat. Je citerai la saisine du constitutionnel qui est élargi à 60 députés ou sénateurs. Ça paraît une réforme assez modeste, mais finalement elle aura de grandes conséquences par la suite, cette réforme. 75, la réforme de l'audiovisuel. Il s'agit d'éclater l'ORTF en plusieurs entreprises distinctes, Radio France, TF1, Antenne 2, France 3 Régions. 75, toujours le droit de vote à 18 ans. On abaisse la majorité qui passe pas rien, quand même, de 21 à 18 ans. Ce n'était pas rien, ça concernait 2,4 millions de Français à l'époque. Des Français dont on n'était pas sûr d'ailleurs qu'ils voteraient Giscard d'Estaing après. On citera aussi le divorce par consentement mutuel, c'est très concret, c'est également juillet 75, la naissance du droit de l'environnement. On l'oublie parfois avec une loi qui aura fait référence pour la défense de l'environnement au cœur de ces années 70. On pourrait ajouter aussi le remboursement de la pilule contraceptive. Dès le début d'ailleurs de son septennat, c'était en décembre 74, remboursement de la pilule contraceptive, possibilité pour les mineurs d'y avoir accès. Voilà les principales réformes sociétales dont on parle souvent concernant Valéry Giscard d'Estaing. Je voudrais insister sur le fait, par rapport à cette séquence que nous venons de voir, bien sûr, il est évident que Simone Veil a eu beaucoup de mérite et beaucoup de courage de faire passer d'avoir défendu cette loi, non sans mal, mais il ne faut pas oublier quand même que ça ne serait pas fait si Valéry Giscard d'Estaing ne l'avait pas voulu. Et il l'avait quand même dit durant la campagne. On l'a oublié complètement. Donc il y avait une volonté politique qu'on oublie aujourd'hui. Forcément, l'histoire schématise, mais sans son élection, ça serait sans doute pas, cette réforme n'aurait pas été faite à ce moment-là. Donc je crois qu'il faut au prix peut-être d'un coup politique très fort. J'ai vu que des politologues estimaient que cela lui aurait fait perdre 300 000 à 400 000 voix du côté de la droite plus
traditionnelles, Oui, on va oui. dire, et des voix qu'il n'aurait jamais retrouvées au moment ça, c'est de 81. De toute façon, Jean-Pierre Raffarin, peut-être sur l'IVG, et après Non, mais Michel je Cotta. voulais Michel juste dire, Cotta, je oui. voulais juste dire que toutes les réformes que vous citez n'ont rien à voir avec la réforme sur l'avortement, qui a été vraiment, il a commencé comme ça, c'était ça le courage en politique. Il explique très bien comment, venu, comme vous dites, de milieux dans lesquels la question ne se posait pas, il a pris en compte le droit des femmes. C'est une réforme absolument majeure et qu'en effet, on ne voit pas Georges Pompidou l'avoir fait. C'est à peu près l'équivalent de la réforme de la peine de mort pour Mitterrand. Dès le début, annoncer ça, il me semble que pour Giscard d'Estaing, étant donné son environnement politique, et le fait que ce soit la gauche qui ait voté quand même en majorité cette loi, je trouve que c'est incomparable par rapport aux autres réformes. Oui, voilà. oui, c'est un geste de Pardon, l'État. Monsieur le Premier Jean-Pierre ministre. Raffarin. Je pense qu'il y a 2 points qui sont très importants. Un, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est au fond l'importance du programme. Et on voit que depuis, les programmes sont devenus quand même des catalogues qu'on suit ou qu'on ne suit pas. Là, au fond, on est encore dans une période où, quand on a annoncé quelque chose, on essaie de s'y tenir. Et puis, d'autre part, il y a cette forme, au fond, d'indépendance vis-à-vis de son électorat. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de clé chez Giscard. Il sait très bien qu'avec l'avortement, comme avec le vote à 18 ans, une grande partie de son électorat n'est pas favorable. Mais là, c'est la vision de la société qu'il a. Et de sa majorité gaulliste, pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, n'est pas favorable non plus. Mais sa majorité gaulliste, donc il sait très bien qu'il a des difficultés politiques, mais il voit le centre de gravité de la société qui doit bouger. Et il engage beaucoup de choses dont on parle peu aujourd'hui, mais le rapport du Rafour sur la réforme de l'entreprise, bon, il y avait des idées très importantes aussi, parce que ce qui était la décentralisation avec le territoire, l'entreprise, la famille, tout ça, les cellules de la société, il voulait les moderniser. Donc là, il y a une ambition qui est une ambition assez grandiose, mais par rapport à tout ce que nous connaissons en Europe depuis ces périodes-là, c'est assez indépendant de son électorat. Voilà. C'est la ligne stratégique qui est la sienne, qu'il suit, et au prix, naturellement, d'avoir des difficultés avec son électorat jusqu'à la question de la présidentielle suivante. Mais je pense que c'est cette forme-là de détermination de Giscard qui est, au fond, profondément estimable. Et je vois bien qu'il était souvent dans les batailles politiques, il voyait bien, notamment la bataille avec Chirac. Donc, nous, les jeunes giscardiens, on était toujours exposés à cette question-là. Mais au total, il avait une vision au-dessus de ces problèmes-là. Oui. Les problèmes politiques existaient, et Pognat s'en occupait, et quand il fallait avoir des batailles un peu plus virulentes, on sortait Griotret, on avait un certain nombre de sujets, mais au fond de cela, c'était une infrastructure, et il y avait une superstructure qui était la modernité de la société. Il y a les réformes qu'il a faites. Il y a celles qu'il n'a pas fait, notamment la suppression de la peine de mort. On va écouter un nouvel extrait du documentaire. Il justifie d'ailleurs sa position à l'époque. Pour la peine de mort, le problème était le suivant. Je suis du côté des victimes. Depuis toujours. Je me suis dit, est-ce que la peine de mort est dissuasive ou pas? J'ai fait venir un homme pour qui j'avais beaucoup de respect et d'amitié, d'ailleurs, qui était Edgar Faure. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit, écoutez, moi je vous donne un avis, la peine de mort est la seule chose qui est dissuasive. Edgar Faure. Oui, Edgar Faure me le dit. Et je ne l'ai gardé que parce qu'elle gardait, même limité, c'était le cas, un effet dissuasif. Alors Michel Cotta, il n'a pas supprimé la peine de mort. Il n'exprime pas vraiment de regret dans cette interview. Il a longtemps hésité, semble-t-il, à le faire ou pas, notamment à la toute fin de son quinquennat, de son septennat, pardonnez-moi. Il y a ce qu'il raconte dans son livre pour l'exécution. Je ne crois pas qu'il ait vraiment hésité. Moi, je ne crois pas du tout qu'il ait hésité. Non. Je pense que ça lui était très pénible de savoir qu'il avait la responsabilité finale. Et d'ailleurs, il le raconte. Il n'en a pas abusé. Le malheur pour lui, c'est qu'il a été le dernier et qu'on l'identifie, au fond, à la peine. Et puis vous rappelez qu'il dit dans son livre qu'il a presque pleuré le jour où... N'oublions pas quand même que Giscard, et nous tous,
perdons les cantonales de 76, perdons les municipales de 77, et donc là, il y a une période politique qui est très difficile, et où là, aller contre l'électorat est quelque chose de très difficile. Donc il y a 74, 75, 76, des périodes assez dynamiques, mars 76, cantonales très difficiles, et municipales ensuite, et il faudra le 78, les législatives, pour retrouver un peu d'élan dans la vie politique. Ce qui fait que affronter son électorat dans une période d'élection difficile, ça devient très compliqué. Donc je crois, comme vous, que les choses qu'il n'a jamais douté, mais rappelons quand même qu'à partir de 76, les circonstances, Chirac est parti du gouvernement, on est dans une situation politique. Et puis il y avait aussi un environnement international qui devenait beaucoup plus difficile avec le choc pétrolier. Donc ça... Puis on ne peut pas être systématiquement, malgré ce que dit Edgar Faure, on ne peut pas être systématiquement contre son électorat. À un moment donné. Je l'avais interrogé, je lui avais demandé il disait qu'il avait voulu stratégiquement faire ses réformes en arrivant parce qu'il savait qu'après ça passait. Et il avait raison puisque c'est. Et ça, on revoit, ça c'est quand même une loi politique. Il y a quand même des choses intéressantes chez Giscard pour l'avenir. Il y a les engagements pris et tenus, et puis il y a que ce qui est important se fait au début. Oui. Quand je vois qu'on essaie de faire une réforme des retraites au deuxième quinquennat, tout ça, on voit bien que les choses sont très difficiles. C'est au début, quand on a toute la légitimité populaire, l'élan populaire, qu'on peut essayer de réformer. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Mitterrand dans cette... Ce qu'a fait d'ailleurs aussi Jospin sur les emplois jeunes et sur les 35 heures, il le fait valider dans sa campagne électorale et il le fait adopter dès les premiers mois de l'exercice. Durant son septennat, Valéry Giscard d'Estaing accordera sa grâce à 4 condamnés à mort, dont un mineur. Il la refusera à 3 autres. Quant au dernier, au 8e, eh bien, il suspendra sa décision puisque c'était juste avant 81 et ne voulait pas perturber cette fameuse campagne de 81. 74-76, les réformes sociétales que nous venons d'évoquer ensemble, cette marque de modernité, cette marque Giscard d'Estaing que tout le monde a encore en tête, cette première période, mais il le dit lui-même, la suite sera dominée par l'économie. L'économie, en mettant l'un des meilleurs économistes de France, selon lui, Raymond Barre, à Matignon en août 76, après que Jacques Chirac ait quitté Matignon. L'économie, parce qu'il aura vécu le premier choc pétrolier en 73, donc autrement dit avant le début de son septennat, et il vivra le second choc pétrolier à l'occasion de la fin de son septennat. Pour donner une idée, les prix de l'essence se multiplient par 2,5 à l'occasion de ce second choc pétrolier. Et pour donner une autre idée, au tout début de son septennat, l'inflation pesait 16,8%. Autrement dit, en mai 1974, le défi économique est énorme. C'est pour ça qu'il consacre l'essentiel de la seconde partie, on va dire, un peu plus de la seconde partie de son septennat à l'économie, parce que la situation l'exige. Oui, exactement. Et puis je crois qu'il était en accord profond avec Barre sur la nécessité de mener cette politique, notamment de lutte contre l'inflation, qui avait été négligée. Lorsqu'il était ministre de Pompidou, d'ailleurs, il avait un petit différent avec Pompidou, parce que Pompidou, en ancien banquier, avait tendance à penser que l'inflation, c'était un ordre des choses, qui n'était pas si mauvais que ça pouvait se... Giscard, était lui était plus classique. Il aurait voulu des mesures plus radicales contre l'inflation. Et c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire quand Barre est arrivé. Il y a eu entre eux, après ça, c'est autre chose. Il a pu y avoir des dissensions, notamment à la fin, et puis ensuite après 81. Mais il n'y a aucun doute que ça a formé un couple quand même qui pendant des années a bien marché, sauf on y reviendra peut-être dans les dernières années. Il y avait quand même la question sociale, je trouve, parce que où on voit un Giscard qui est très attentif à la montée du chômage, et par exemple, une des raisons, je crois, de la victoire de 78, c'est qu'un parti un syndicat comme la CFDT, par exemple, est assez proche de Giscard. Oui. Edmond Maire, il y a une approche sociale chez Giscard avec... Edmond Maire, le numéro 1 de la CFDT à l'époque. Le numéro 1 de la CFDT. Et ça, je pense que c'était le début d'un clivage avec Barre. Oui, et il y faisait allusion, notamment à l'approche de l'élection présidentielle de 81, où Barre était allé devant le Conseil économique et social, et il avait dit le niveau de vie des Français doit baisser. C'est dans le film. C'est dans le film. Oui. Et donc Giscard était très très surpris. Et il disait qu'il avait une conversation avec Barre pour essayer d'avoir une explication. Il disait que
qu'il était d'accord sur le fond de la politique menée, mais que Barre lui donnait, je me souviens de l'expression qu'il employait, un aspect exagérément punitif, inutilement punitif. Le bilan économique de ce septennat Valéry Giscard d'Estaing, plus précisément de cette seconde partie du septennat, comment vous le jugez? On comptera tout de même 1 million de chômeurs à la fin de ce septennat. C'est le début de la désindustrialisation. Est-ce que cette politique économique n'aura pas, elle aussi, concouru à l'élection de Mitterrand en 81 et joué finalement contre le chef de l'État de l'époque? Je ne réponds pas sur le plan économique, où ça n'a pas été une catastrophe. C'était plutôt... Oui, il y avait des chômeurs, mais on savait que... Mais moi, je me suis toujours quand même posé la question, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier Giscard et le deuxième Giscard? Ouais. Et c'est peut-être la question que je vous pose à vous. Le premier, étincelant, moderne, dynamique, bon, et le dernier, tournant comme ça vers... attendez, je finis. Tournant vers le côté monarchique, complètement, même par moments ridicule. Je me rappelle, moi, Yves Guéna me disant que devant lui, il n'y avait personne de l'autre côté de la table, parce que quand on déjeunait ou quand on dînait à l'Élysée, bon, je me rappelle... Comment, vous qui êtes plus proche de Giscard, comment est-ce que vous avez subi cette différence, cette évolution de sa personnalité? Moi, je n'ai jamais compris. Giscard n'est pas un politicien. Giscard est un aristocrate qui dirige, et qui dirige en rassemblant, mais pas forcément en combattant. Il est en combattant, en tout cas quotidiennement. Et le harcèlement RPR, les municipales de Paris, les difficultés, où il est vraiment pris par quelque chose qu'il n'aime pas fondamentalement. Il aime les campagnes en Auvergne, qui sont des campagnes affectueuses, il aime ça, mais se bat tous les jours pour le fonction. Il n'aime pas les questions de parti, il n'aime pas de tout cela, et au fond, autant un Chirac aime la stratégie, mais aime aussi la bagarre, autant Giscard est affaibli dans la bagarre. Et il s'entoure à ce moment-là. Il se rend bien compte qu'il n'est pas entouré de... Donc il fait venir Riolacci, le préfet corse, qui s'est un peu bagarré. Il confie les élections à Alain Griotré, qui s'est aussi bagarré. Et on voit s'entourer, arriver à ce moment-là, des gens qui sont là pour faire de la politique. Mais ce n'est pas vraiment son métier le meilleur. Non, mais vous ne me répondez pas à la question sur l'évolution monarchique, pardon, pour l'évolution monarchique. Alors on va voir. Parce qu'il est, étant dévoré par cette bataille politique, il essaie de prendre de l'altitude. Et il laisse les lieutenants se battre. Autrement dit, c'est plus la bataille politique que la bataille économique qui répondrait à la question de Michel Cotta. Il y aurait eu 2 Giscards. Non, je ne crois pas qu'il y en ait 2, mais il y avait ce côté moderniste sur lequel on a insisté, on a eu tout à fait raison, mais comme je le disais au début, il y a quand même un côté très traditionnel. C'est un homme qui était attaché à la tradition dans son mode de vie. Enfin, quand on l'a connu, il suffisait d'aller chez lui. Donc le naturel serait revenu au galop durant la seconde partie de son septennat. Son idée, c'était qu'il fallait, dans cela il était vraiment profondément moderniste, il fallait faire des réformes pour éviter le renouvellement de mai 68. Ce qu'il n'a peut-être pas vu, et que Mitterrand a très bien vu, c'était qu'il y avait une évolution de la société depuis mai 68, une évolution d'ordre culturel. Et au fond, quand on regarde les choses maintenant avec un peu de recul, on s'aperçoit que mai 81, ça a été un effet différé de mai 68. Et puis il ne faut pas oublier que, d'une part, il avait accompli toutes ces réformes au début, et d'autre part, à partir de la démission de Chirac, il était soumis à la pression quand même très très forte d'un parti qui, on l'oublie, parce que Chirac après a pris une allure radicale socialiste, mais à l'époque c'était un parti qui était ancré vraiment très à droite et qui exerçait sur la majorité une pression très forte. Ce parti, en l'occurrence, c'était le RPR qui avait créé Jacques Chirac après avoir quitté Matignon en 67. J'insiste sur ce point. Moi, je me souviens d'une réunion des jeunes giscardiens avec Giscard à l'Élysée, où Giscard, c'était juste au moment des municipales, Giscard me prend un parti à un moment, parce qu'il voyait les jeunes un peu bagarres, et il me dit entre quatre yeux, est-ce que vous avez peur de Pasqua? Et sa question fondamentale, c'était, est-ce que vous êtes prêt à aller à la lutte? Parce que c'est une lutte
pour laquelle je ne suis pas équipé. Au fond, il est arrivé comme semi-héritier, il est arrivé en dérivé du gaullisme. Mais ça n'a pas été une bataille avec des armées militantes derrière. Le Parti des Républicains indépendants était des fidèles, mais il n'y avait pas cet organisme qu'on avait au RPR. Il faut voir la puissance qu'avait le RPR dans ces milieux. Et Giscard était, je dirais, déplacé dans sa posture, parce qu'il était obligé d'être le leader politicien, alors que lui, il se voyait à un autre niveau, plus stratégique. Et je pense que ça, vous voyez, quand même Pognat, à un moment, baissera un peu les bras, on n'a pas toute cette armée de combattants. Il faudra attendre 78 pour avoir la génération Léotard arriver pour prendre la relève de la bataille politique. Oui, mais même sur la campagne présidentielle qui a suivi, il a changé d'équipe complètement. Il n'y avait plus naturellement ni Nordano qui était mort, ni Pognat, et il a pris Degnaud, qui était son double. Monique Pelletier, c'est-à-dire son double. Mais oui, mais qui ne sont pas des bagarreurs. Et ben voilà. Dernière question, Michel Cotta. Je vous la pose à vous parce que vous l'avez suivi, cette campagne de 81. Il y a deux faits avant cette campagne de 81. Les fameux diamants de Bokassa, 79. Papon. L'affaire Papon. Papon qui était préfet de Gironde et dont on a révélé dans l'entre-deux tours de cette campagne de 81 qu'il aurait facilité la déportation de Juifs durant sa période passée à Vichy. Papon n'a pas eu d'écho sur... Deux faits de campagne qui ont tout de même affaibli, notamment l'affaire des diamants. Je pense que l'affaire des diamants, mais pour une raison peut-être... On sait maintenant que c'était quand même la blotterie qui a été... on sait que ça se faisait, que Robert Gallet, qui était ministre, l'a fait aussi, qu'ils acceptaient ces cadeaux. Donc c'est vraiment des cadeaux de pacotille. Maintenant, on le sait. Mais je crois que ça a profondément déstabilisé Giscard, parce que il s'est senti, alors ça va dans le sens de ce que vous dites, monsieur le Premier ministre d'ailleurs, il s'est senti contesté par le peuple, en quelque sorte, et au-dessus de ça. Humilié. Humilié, et à la fois ne voulant pas répondre, non mais je ne vais pas vous répondre. En sortant par en haut et pas par en bas. Et en essayant de sortir par le haut, et c'est ça. Donc je crois que les diamants de Bokassa, c'est tout à fait d'une injustice formidable, mais je crois qu'elles ont une importance dans son comportement. Et il s'en rendait compte, j'ai le souvenir d'une conversation avec lui. Et ça sera le mot de la fin. Il m'avait dit, dans cette affaire, je me suis rendu compte avec le recul que j'ai commis des erreurs de communication basiques. Et c'est vrai. Bon, comme promis, ce sera le mot de la fin de cette première partie, parce que nous nous retrouverons pour débattre et s'interroger cette fois davantage peut-être sur ce qu'a été la politique extérieure, la politique étrangère de l'ancien chef de l'État dans un second débat, ce qui fera suite au deuxième volet de ce film dont nous avons vu le premier volet, sans rancune et sans retenue, cet entretien, confession avec Frédéric Mitterrand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première partie. On se retrouve pour la seconde partie. Merci aussi à Félicité Gavalda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Emma Kampf aujourd'hui. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc. Et donc à très bientôt pour la deuxième partie de cette commémoration des 50 ans de l'accession de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. À très bientôt dans Débadoc.